Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Donc on va essayer de continuer pour notre lancer la fois facile. Tout en essayant d'aller un peu plus vite pour terminer ce chapitre-là. J'ai une soutenance à 11h. On va essayer d'aller un peu plus vite. Donc la fois passée, on était sur le concept de développement et de développement local. Donc avant de comprendre donc, le concept de développement local, donc, on était sur le concept de développement. Et on s'est dit que donc, ce mot de développement qui était utilisé le plus souvent donc, pour déterminer donc, le niveau de progression des sociétés, donc c'était un concept donc, qui est à la fois ambigu, complexe et difficile à définir. Parce que la richesse n'est pas le seul élément à prendre en compte. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte pour définir ce concept-là. Comme la répartition des revenus, donc, le niveau d'endettement du pays, le PIB, le PNB, les questions de société. Donc tout ça sont des indicateurs de développement. Et donc, en prenant en compte tous ces indicateurs, donc, on se dit donc, que le développement donc, peut être défini donc, comme tout processus par lequel donc, une société cherche à satisfaire les besoins plutôt de ses populations. Des besoins comme la longévité, comme l'épanouissement intellectuel et moral. Donc en cherchant à aller à un niveau de vie confortable. Donc ce qu'on appelle donc, le confort matériel et moral. Okay. Donc auparavant, donc, on s'était mis d'accord que donc, les autorités, donc, en définissant le développement, donc, en caractérisant les pays, donc, ils prenaient que les deux indices, PIB, PNB, donc tout était économique. Mais par la suite, ils se sont rendus compte donc, que ces deux seuls indicateurs ne suffisaient pas pour déterminer le développement. Donc il y a les questions sociales qu'il fallait prendre en compte. C'est pourquoi, depuis le programme des Nations Unies pour le développement, donc, à partir des années 1990, donc, a mis d'autres indicateurs, ce qu'on appelle les indices synthétiques de développement, à savoir l'IDH et l'IPH. Donc pour pouvoir maintenant définir donc, ce que c'est que le développement. Et ce concept de développement donc, apparaît le couple de développement et de sous-développement. Parce que quand on parle de développement aussi, à l'opposé, il y a le sous-développement. Et c'est ce qui a fait naître donc, deux courants de pensée. Ceux qui tentent de définir ce que c'est que le développement et ceux qui tentent d'essayer d'expliquer ce que c'est que le sous-développement. Donc, ce qui explique donc, le développement, ils disent que donc, le développement c'est un processus. Il y a des étapes. Il y a différentes étapes donc, dans l'élaboration d'un processus de développement et l'amélioration des conditions de vie d'une population. Donc, ceux qui cherchent donc à connaître le sous-développement, donc, la majeure partie donc, ils définissent le sous-développement comme le produit d'une exploitation d'un centre par une périphérie. Donc, s'il y a des pays sous-développés, parce qu'il y a un centre qui exploite des périphéries. Donc, voilà donc ces deux courants de pensée qui ont fait naître. Maintenant, à partir de ce moment, donc, pour essayer d'apporter un équilibre, on a créé un autre concept. Et aujourd'hui, vous entendez parler de développement durable. Donc, c'est le concept de développement durable. On ne parle plus pratiquement de développement, on parle de développement durable. Pourquoi ce concept-là? Qu'est-ce qu'englobe en réalité le développement durable? Quand on parle de développement durable, auparavant, on ne parlait simplement de développement. Maintenant, on dit développement, un développement mais qui est durable. Donc, c'est pour effacer ces inégalités-là qu'on a créé ce concept-là, le concept de développement durable. Donc, le développement durable, donc, dans son entendement, donc, le développement durable donc, essaie de mettre en opposition, d'abord, la préoccupation d'un développement équitable des sociétés. Donc, il faut un développement, mais que ce développement soit équitable. Donc, éliminer les injustices, éliminer les inégalités. Donc, le développement durable essaie de mettre en opposition donc, la préoccupation d'un développement équitable des sociétés, d'une part, et d'autre part aussi, la nécessité de préserver l'environnement naturel. Donc, c'est ça le concept de développement durable. On se développe parce que le développement, c'est quoi? Donc, tout ce qui nous permet de nous développer, toutes ces ressources-là sont des ressources
naturelles. On exploite les ressources naturelles pour se développer. Mais on s'est rendu compte que ces ressources naturelles-là ne sont pas inépuisables. Plus on les exploite, plus les ressources s'épuisent. Au fur et à mesure, donc, on exploite ces ressources. Et aujourd'hui, avec ce développement effréné, qu'est-ce qu'on voit? Donc, il y a une surexploitation des ressources naturelles. Et dans un certain sens, maintenant, on a vu que donc, ces ressources-là commencent à s'épuiser. Si on continue dans ce rythme-là, à un certain moment, on n'aura plus de ressources à exploiter pour maintenir notre développement. C'est pourquoi on a créé ce concept-là. Certes, il faut se développer, il faut exploiter ces ressources, mais il faut protéger l'environnement. Ces ressources-là ne sont pas épuisables, ce sont des ressources qui sont, ces ressources ne sont pas inépuisables. Ce sont des ressources donc, qui s'épuisent au fur et à mesure qu'on les exploite. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce concept de développement durable. Donc un développement équitable des sociétés, mais tout en protégeant l'environnement naturel pour que ces ressources puissent rester sur place. Donc c'est pourquoi l'ONU, la commission de l'ONU sur le développement et l'environnement a résumé le développement durable dans ces termes-là. Donc il dit que le développement durable doit répondre aux besoins actuels. Donc c'est un développement, on doit répondre aux besoins actuels, aux besoins présents, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins aussi. Donc il faut penser aux générations futures. Donc nous seuls, on n'est pas là. Il faut penser aux générations futures. Donc répondre aux besoins actuels, mais sans compromettre aussi la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Donc ce développement aussi correspond aussi au devoir, donc c'est un devoir pour la génération actuelle de transmettre un monde qui est viable, un monde qui est reproductible pour la génération future. Donc on nous pousse à être moins égoïste. On se développe certes, mais il faut penser aux autres. Ce monde ne nous appartient pas. Comme disait l'autre, le monde dans lequel nous vivons ne nous appartient pas. On ne l'a pas hérité de nos parents, mais on l'a emprunté à nos enfants. Donc, faisons en quelque sorte qu'au moment de rendre ce monde-là, qu'on le rende un monde qui est viable et qui est reproductible. Donc, c'est ça, dans ce sens-là, qu'il faut comprendre le concept de développement durable. Donc, un développement qui dure dans le temps. Donc, tout en sachant qu'il faut penser toujours à la génération future. Donc on est parti de ce concept de développement pour arriver au développement durable et aujourd'hui on nous amène aussi le développement local. Et actuellement le développement local c'est un concept aujourd'hui qui est bien documenté et bien connu dans le monde. Et maintenant ces actions impliquent donc l'amélioration d'abord du niveau de vie, du milieu de vie et du cadre de vie d'une communauté donnée. C'est ça c'est un concept qui est bien connu et ces actions maintenant impliquent d'abord l'amélioration du milieu de vie, du cadre de vie et du niveau de vie d'une communauté locale bien déterminée. Donc par une intégration maintenant, c'est ça, on l'a fait par une intégration harmonieuse des actions entre différents secteurs d'activité, par une intégration harmonieuse des actions entre différents secteurs d'activité. Donc le développement local propose une approche globale, d'abord, une approche globale du développement, mais aussi une approche intégrée du développement, une approche communautaire et surtout une approche horizontale, une approche horizontale du développement. Parce que qu'est-ce qu'on a vu auparavant le développement, il y avait une approche verticale, c'est ce qu'on appelle le schéma de la flèche. Les décisions, les autorités d'en haut prennent les décisions et on les descend en bas, sans pour autant connaître les réalités que vivent ces populations locales-là. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de problèmes pour développer au niveau local. Parce que les autorités centrales, au niveau central, d'en haut, ils ne connaissaient pas réellement les réalités locales. Et c'était eux qui prenaient les décisions et qui les faisaient descendre au niveau local. Et aujourd'hui, on a changé ce concept. Donc c'est ça que les Anglais appellent la logique top-down. Donc les décisions venaient d'en haut et tombaient d'en bas. Donc de la logique top-down, on est passé à la logique bottom-up.
Donc, les actions doivent venir de la base. C'est au niveau local. Donc, c'est pourquoi on dit donc une approche horizontale du développement. Quand on dit horizontale, il y a la notion de concert, de concertation. Donc, tout le monde doit être, on doit se concerter, tout le monde. Donc, c'est comme un orchestre. Pour que la symphonie soit belle, il faut que tout un chacun joue sa partie. Tout un chacun joue sa partition pour avoir une belle symphonie. Donc, chacun a son rôle à jouer dans ce développement-là. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a créé ce nouveau concept-là, le concept de développement local. Donc, la prise de décision par les communautés locales, c'est eux-mêmes qui doivent prendre en charge leur développement. C'est eux-mêmes qui doivent prendre en charge leur développement. Donc, c'est pourquoi, donc, ce qui a amené ce concept, c'est parce que, donc, on a vu que donc, le développement traditionnel n'avait pas réponse à tous les problèmes, problématiques, surtout les problématiques au niveau local. Donc, c'est pourquoi, donc, au cours de ces dernières années, donc, on a une volonté politique s'est manifestée pour vulgariser ce nouveau concept de développement, développement local. En quoi faisant par la mise en place de certaines structures dans beaucoup de régions. Donc, il faut aller dans ces régions-là et mettre en place des structures qui leur permettent de se développer. Et dès qu'on a commencé à faire ça, on a senti donc qu'il y a des efforts fort intéressants, des acquis fort intéressants en termes de développement local. Maintenant, pour rendre opérationnel ce développement local, donc, parce que jusqu'à présent, on est dans la conceptualisation. Cette conceptualisation, il faut la rendre opérationnelle, il faut la rendre palpable, visible sur le terrain. Donc, pour rendre opérationnel le développement local, donc, ce type de développement s'appuie sur des méthodes qui utilisent en général trois principaux éléments. Donc, pour rendre opérationnel le développement local, il y a nécessairement trois principaux éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier des éléments, c'est d'abord qu'il faut faire l'élaboration des outils de production d'informations et de connaissances afin d'identifier les ressources du territoire. Donc, premier élément, il faut mettre en place des outils qui vous permettent d'avoir assez d'informations et assez de connaissances sur les ressources du territoire. Il faut développer un territoire local. Avant de le développer, il faut savoir ce territoire-là, quelles sont les ressources qui existent sur ce territoire pour pouvoir développer ça. Donc, c'est ça la première des choses à faire. Donc, il faut avoir le maximum d'informations et le maximum de connaissances sur les ressources naturelles disponibles au niveau local. Donc, c'est ça qu'on appelle faire un diagnostic du territoire. Donc, avant de lancer un concept, un projet de développement local, première chose, il faut faire un diagnostic du territoire. Donc, pour savoir quelles sont les ressources, quelles sont les potentialités de ce territoire. Donc, le deuxième élément, après avoir identifié ces ressources, c'est aussi qu'il faut mettre en place des outils de concertation, de coopération et de mobilisation entre les acteurs. Donc, il faut bien identifier les acteurs qui vont porter ce développement-là. Essayer de les regrouper pour que ces acteurs puissent se concerter, les mobiliser pour que ces acteurs puissent se concerter et coopérer entre eux. Dans quel but? Dans le but de valoriser les ressources qui ont été identifiées. Si vous avez identifié les ressources, donc ces ressources-là, ce sont des personnes, ce sont des acteurs qui vont les développer. Donc il faut identifier ces acteurs-là, les mobiliser, essayer de mettre en place les conditions nécessaires pour leur concertation et leur collaboration pour que ces acteurs-là puissent valoriser ces ressources du territoire. Et même si nécessaire, d'en créer d'autres ressources. Et ceci aussi se fait par des réunions, des forums. Donc voilà, donc il faut essayer de mettre en place des outils de concertation et mobiliser tous ces acteurs-là pour mettre en valeur ces ressources. Et enfin, troisième élément, c'est la mise en œuvre d'un projet de développement. Quand on a identifié les ressources, on a identifié les acteurs, ils sont concertés. Maintenant, ces acteurs-là vont mettre en place un projet de
un projet de développement. Donc, grâce à un système plus ou moins formalisé donc, de prise de décision et de gestion. Donc, voilà donc les trois, pour rendre opérationnel donc, un projet de développement local. Les trois processus par lesquels il faut d'abord passer. Premièrement, donc, il faut d'abord identifier, avoir assez de connaissances et assez d'informations sur les ressources du territoire. Et quand on dit ressources, donc, ce sont les ressources locales, simplement les ressources qui existent au niveau local. Donc, il faut avoir assez d'informations. Quelles sont les potentialités économiques, quelles sont les potentialités de cette zone-là. Après cela, alors, identifier les acteurs qui peuvent apporter leur soutien. Mettre en place des conditions pour que ces acteurs-là se concertent et collaborent entre eux pour valoriser ces ressources-là qu'on a identifiées. Et ceci maintenant, on les fait donc en mettant en place un projet de développement local. Et on met un projet. Donc voilà les trois principaux éléments donc, de processus qui nous permettent de rendre opérationnel un projet de développement local. Ainsi donc, dans le sens où on peut définir le développement local donc, comme un processus, si on prend en compte ces trois éléments, donc, on peut définir le développement local comme un processus donc, grâce auquel la communauté participe au façonnement de son environnement. Donc c'est un processus grâce auquel donc, un processus grâce auquel la communauté participe au façonnement de son propre environnement. La communauté participe au façonnement de son propre environnement dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses résidents. Donc, un processus donc, grâce auquel la communauté participe au façonnement de son propre environnement dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses résidents. C'est pourquoi on parle de développement local. Toujours donc, il y a la notion de communauté. Tout doit communauté et tout doit devenir pour la communauté. Donc cette démarche donc, doit intégrer donc, plusieurs composantes. Donc, dans une démarche de développement local, toutes les composantes doivent être prises en compte, que ce soit la composante économique, la composante sociale, la composante politique, la composante culturelle, mais aussi la composante environnementale. Donc, c'est un plus donc où il faut essayer donc de faire une intégration donc, harmonieuse de toutes ces composantes-là. Composante économique, composante sociale, la composante politique, sociale et environnementale. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est-à-dire que du point de vue terminologique, dans certains pays, ici on parle de développement local, mais dans certains pays on ne parle pas de développement local, mais on parle de développement économique communautaire. Donc c'est la même chose que le développement local. Donc ici, dans certains pays, on utilise le terme développement local, mais dans d'autres pays, eux, ils utilisent le développement économique communautaire. Donc surtout dans les pays du Nord, plus particulièrement aux États-Unis ou bien au Canada, eux, ils parlent de développement économique communautaire. Donc, l'approche du développement local va donc se définir comme une approche globale de revitalisation économique et sociale d'une communauté bien donnée. Donc, c'est une sorte de revitalisation économique et sociale d'une communauté, qui réunit donc 4 dimensions. Donc, dans le développement local, toujours, donc, il y a 4 dimensions qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a d'abord la dimension économique. Il y a la dimension économique. Donc, il y a la dimension locale. Il y a la dimension sociopolitique. Et il y a la dimension communautaire. Donc, dans toute approche de développement local, donc, il faut prendre en compte ces 4 dimensions. Donc, la dimension économique, la dimension locale, la dimension sociopolitique et la dimension communautaire.
Donc, je dis dimension économique, dimension locale, la dimension socio-politique et la dimension communautaire. Donc, j'arrive. Donc, pourquoi la prise en compte de la dimension économique? La dimension économique, qu'est-ce qu'on vise là? Dans la dimension économique, on vise le déploiement d'un ensemble d'actions. Donc, le déploiement d'un ensemble d'activités de production et de vente de biens et de services. Pour se développer, il faut produire. Donc, c'est pourquoi cette dimension économique, c'est la dimension prioritaire. Donc, en quelque sorte, de développer des activités qui vous permettent de produire et de vendre des biens et des services. Les bénéfices tirés de cette vente-là va vous permettre donc de développer votre communauté. Donc, toujours, donc, malgré toutes les dimensions, toujours la dimension économique va prendre le dessus. Donc, il faut toujours donc essayer donc de mettre en place des stratégies qui vous permettent donc de produire, de vendre des biens et des services. Donc, c'est ça la dimension économique. Donc, pourquoi on dit aussi la dimension locale? Ici, donc, la dimension locale donc, touche donc la mise en valeur des ressources locales. Donc, toutes les ressources, toute production doit venir des ressources locales, uniquement les ressources locales. C'est pourquoi on a dit donc, dès le début, donc, il faut savoir identifier quelles sont les potentialités de la localité. C'est pourquoi aussi on parle de la dimension locale. Donc, toutes les ressources à exploiter doivent être des ressources locales. Donc l'exploitation des ressources locales, donc dans le cadre de partenariat, dans le cadre d'un partenariat. Donc ça aussi il faut le commencer. Le développement local aussi, c'était toujours dans le cadre des partenariats. Et surtout, souvent ce sont des partenariats qui sont extra-étatiques. C'est-à-dire l'État n'intervient pas en général dans le cadre du développement local aujourd'hui. Donc souvent donc, c'est le cadre dans le cadre donc, de jumelage, ou bien les ONG qui viennent. Qui sont des partenaires avec des ONG ou bien une ville du Nord bien développée ou c'est des jumelage avec une autre ville. Et ainsi vous mettez en place des projets de développement local. Donc toujours donc c'est dans le cadre d'une démarche partenariale donc où les principales composantes donc vont s'investir. La dimension sociale et politique. Ici, donc, quand on parle de dimension sociale et politique, parce qu'en réalité, donc, on l'a dit, donc, le développement local donc, vise la revitalisation économique et sociale d'un territoire donné. Donc, c'est l'objectif principal, donc, c'est la revitalisation économique et sociale d'un territoire donné. Mais en quoi faisant donc? En intervenant dans le domaine d'abord de l'emploi, de la formation, donc, du logement, de la santé, des services sociaux. Donc, voilà. Donc, revitalisation économique et sociale d'une localité en intervenant dans le domaine d'abord de l'emploi. Donc, pour développer une localité, donc, il faut trouver de l'emploi à tous ces jeunes-là, à toutes les personnes qui vivent là-bas. Donc, intervenant donc, dans le domaine de l'emploi, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettent à ces populations-là de trouver un emploi. Donc, intervenant dans le domaine de l'emploi, mais aussi de la formation. Donc, pour mettre en place aussi un projet de développement, l'ensemble des acteurs qui portent ce projet doivent être bien formés. Donc, en intervenant dans le domaine de la santé, en intervenant aussi dans le domaine des services sociaux. Donc, ainsi donc, on se rend compte que le développement local cherche donc à la réappropriation de la communauté de son devenir économique et social. C'est ce que le développement local. On pousse les communautés locales à se réapproprier de leur destin économiquement et socialement. Donc, le développement, c'est eux qui vont créer leurs propres conditions de développement. Ils ne doivent plus attendre que les autres viennent pour les mettre, pour essayer de les développer. Mais le développement, c'est eux-mêmes. Donc, la réappropriation de leur destin économique et social. Et enfin, on a la dimension commune.
la dimension communautaire. Donc toujours, dans tout projet de développement, la communauté doit être le centre d'intérêt. Tout doit partir de la communauté, tout doit revenir à la communauté. Donc un projet de développement local doit être fait par la communauté et pour la commune, pour la communauté. Donc toujours, donc, la communauté, c'est le centre d'intérêt. Donc tout part de la communauté, mais aussi tout revient à la commune, tout revient à la communauté. Donc voilà donc les 4 dimensions qu'il faut prendre en compte donc, dans un projet de développement local. Donc ainsi donc, si nous prenons en compte donc il faut mettre donc le développement social donc, dont on parle, cette dimension sociale donc, cherche donc à valoriser ou bien à mettre en les conditions nécessaires pour l'amélioration du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue culturel des résidents d'une communauté. Et pour que chacun aussi puisse bénéficier des profits et des gains tirés de ces investissements-là. Donc ainsi donc, on peut parler donc des objectifs du développement local. Quels sont les objectifs visés dans un projet de développement local? Donc les objectifs c'est clair. Donc depuis qu'on a essayé donc de définir le développement, donc depuis le début donc j'avais dit que le développement donc aujourd'hui c'est un concept qui est bien connu et qui est bien maîtrisé. Et ces actions impliquent quoi? L'amélioration d'abord du milieu de vie, du cadre de vie et du niveau de vie des populations. Et ainsi donc ce sont les 3 objectifs qui visent tout projet de développement local. L'amélioration du milieu de vie, l'amélioration du cadre de vie et l'amélioration du niveau de vie. Donc l'amélioration d'abord du cadre de vie des personnes de la communauté pour que ces personnes-là puissent vivre dans un environnement sain et agréable. Donc d'abord on investit sur le cadre de vie pour que toutes les populations de la communauté puissent profiter d'un environnement qui est sain et qui est agréable à vivre. Donc l'amélioration du cadre de vie de la communauté. Le cadre de vie donc pour que les populations puissent vivre dans un environnement sain et agréable. Après l'amélioration du cadre de vie, donc, il y a l'amélioration de leur milieu de vie. Donc pour que ces populations aussi puissent s'épanouir dans une communauté qui leur offre plusieurs occasions sociales et économiques. L'amélioration du milieu de vie. Pour que ces populations-là puissent s'épanouir dans une communauté qui leur offre plusieurs occasions sociales et culturelles. Et enfin, donc, on a l'amélioration du niveau de vie. Donc, tout le développement local aussi vise à améliorer le niveau de vie pour que chacun puisse trouver un emploi. Donc, pour améliorer le niveau de vie, donc, il faut faire en quelque sorte que chaque membre de la communauté puisse trouver un emploi, puisse travailler donc, et gagner sa vie, donc, afin de participer au progrès de sa communauté et en général de sa société. Et le deuxième objectif, c'est l'amélioration du milieu de vie. Le milieu de vie. Pour que chaque population donc, puisse profiter. Donc pour que chaque population puisse s'épanouir dans une communauté qui lui offre plusieurs occasions sociales et culturelles. Donc améliorer le milieu de vie. Et enfin améliorer le niveau de vie des populations. Et comment on améliore le niveau de vie? Il faut faire en sorte que chaque population puisse travailler et gagner sa vie dignement pour qu'ils puissent participer dans ce progrès local-là et de manière générale dans ce projet de la société. Donc en quelque sorte, c'est la création d'emplois et la répartition des richesses. Donc il faut créer des emplois
et répartir équitablement les richesses. Donc, ce sont les objectifs donc, que vise tout projet de développement local. Mais comme tout projet, que ce soit projet de développement ou autre projet, donc, avant de mettre en place un projet, il y a d'abord des préalables à respecter. Dans le développement local aussi, il y a des préalables à respecter avant de mettre en place un projet de développement local. Donc, ce qu'on appelle les prérequis, les conditions. Donc, quelles sont les conditions, les préalables qu'il faut respecter pour mettre en place un projet de développement local. Donc, le succès d'une démarche de développement local dépend toujours d'un certain nombre de préalables. Et ces préalables-là, on peut les résumer en trois volets. C'est-à-dire les conditions pour lesquelles un projet de développement local peut être viable. Donc, il faut d'abord l'existence d'une communauté locale. C'est une condition sine qua non. Donc, il faut d'abord l'existence d'une communauté locale. À part la communauté locale, il faut ici un partenariat. Tout projet de développement local, lui, se passe sous forme de partenariat. Donc, une communauté locale, établir un partenariat et enfin créer un environnement et un climat propice à l'action. Voilà les trois conditions nécessaires pour un projet de développement local. D'abord, l'existence d'une communauté locale, l'établissement d'un partenariat et enfin la mise en place d'un climat et d'un environnement propice à l'action. L'existence d'une communauté locale, l'établissement d'un partenariat et enfin un climat propice à l'action. Voilà les trois conditions préalables pour mettre en place un projet de développement, local. Un climat propice à l'action. Donc, pourquoi dans un projet de développement local, l'existence d'une communauté locale est nécessaire? Parce qu'on a dit développement local. Donc, ce qui caractérise le développement local, c'est la participation et l'implication des populations. On ne peut pas faire un développement local sans la participation ni impliquer les populations locales. Donc, c'est toujours une des nécessités. Donc, la participation et l'implication active de la population sont essentielles pour la réussite de tout projet de développement local. Donc, dès le départ, premier élément à faire, il faut faire en quelque sorte de commencer à bien identifier les communautés. Cette fois-ci, je ne dis pas la communauté, mais je dis les communautés. Quand je parle des communautés, c'est-à-dire ce sont les différentes composantes de la population. Donc, vous mettez en place un projet de développement local, c'est pour les populations. Mais toutes les populations dans la communauté n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes objectifs, Toutes ces populations ne vivent pas les mêmes réalités, C'est pourquoi il faut d'abord identifier les communautés, c'est-à-dire les différentes composantes de la population. Donc, identifier d'abord les femmes. La réalité des femmes est différente de la réalité des hommes. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes besoins. Identifier aussi les jeunes. Les jeunes aussi ont leur propre réalité, ils ont leurs propres objectifs, ils ont leurs propres besoins. Donc, la communauté culturelle, les acteurs culturels aussi, il faut les identifier. Les personnes âgées aussi, ils ont leurs propres besoins. Les personnes vivant avec un handicap aussi. Donc, tous ces segments-là, il faut les identifier. C'est pourquoi on dit donc, identifier donc au préalable les communautés, c'est-à-dire les différentes composantes de la communauté en général, pour pouvoir identifier chacun quel est son besoin.
quels sont ses objectifs afin de mettre en place un projet. Parce que c'est-à-dire, on a dit que donc, le développement local, c'est un projet qui est intégré, mais aussi qui est inclusif. On doit mettre en rate personne. Tout chacun doit jouer son rôle dans ce projet de développement local. C'est pourquoi donc, il faut identifier. Donc, il faut comprendre donc, dans une même ville, dans une même localité, dans un même village, il peut y avoir plusieurs communes. On peut avoir plusieurs communes, on peut avoir plusieurs communautés. Donc il faut identifier toutes ces communautés-là, essayer de savoir quels sont leurs problèmes, quelles sont les réalités qu'ils vivent, quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs, afin donc de prendre en compte tout le monde. Et pour cela donc il est nécessaire donc de les former pour que quelqu'un participe à un projet de développement local. Le préalable, c'est-à-dire donc, après les avoir identifiés, après avoir connu leurs objectifs, leurs besoins, il faut les former. Chacun dans son domaine. Pour leur impliquer, pour leur expliquer le rôle qu'ils peuvent jouer dans ce processus de développement-là. Parce que dans ce processus, tout un chacun a son rôle à jouer. Donc il faut d'abord donc les former, les conscientiser dans le rôle, par rapport à leur rôle qu'ils peuvent jouer dans ce projet de développement. Donc, et ça c'est une réalité. Plus la participation est élevée, donc plus les chances de réussite d'un projet sont probantes. Donc, surtout pour le développement local. Donc, les chances de réussite de ce projet-là dépendent plus particulièrement de l'implication active des populations. Plus les populations s'impliquent, plus le projet aura de chances à se concrétiser. C'est pourquoi donc, on dit donc, l'une des conditions préalables, c'est l'existence de cette communauté locale. Donc, identifier les communautés, après avoir identifié les communautés, les former, les conscientiser par rapport à leur rôle qu'ils peuvent jouer dans ce développement. Deuxième condition, on a dit donc, il faut un partenariat. Tout projet de développement local s'exécute par rapport à un partenariat. Donc, ce partenariat-là se passe donc par la création des réseaux d'échange. Il faut créer un réseau d'échange. Et souvent, donc, ce réseau d'échange se concrétise souvent, le plus souvent, par une ouverture d'esprit. Pourquoi une ouverture d'esprit? Parce que dans un projet de développement, donc, un projet de développement local, c'est un projet qui est intersectoriel. C'est un projet qui est transversal. Alors, cependant, les acteurs qui participent à ce projet-là, souvent, ils ont une vision sectorielle du développement. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont spécialisés dans un domaine bien déterminé. Donc, ils ont une vision sectorielle. Peut-être quelqu'un spécialisé dans le domaine de l'agriculture, d'autres de l'élevage, quelqu'un d'autre des mines. Donc, alors que le projet de développement prend en compte tous les secteurs. Donc, c'est un projet qui est intersectoriel. Alors que la plupart des gens qui ces acteurs-là, ils ont une vision sectorielle du développement. Maintenant, comment faire donc, pour intégrer tous ces gens-là qui ont une vision sectorielle du développement, donc pour les impliquer, pour qu'ils travaillent dans un projet qui est intersectoriel et qui est transversal. Dans ce sens-là, donc, la condition nécessaire, c'est qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Donc, ce partenariat doit aboutir à une ouverture d'esprit. Pour que tous ces gens-là puissent travailler, collaborer et travailler ensemble pour mettre en place ce projet-là. Oui. Évidemment, il n'y a pas un projet que tu mets ici au Sénégal sans que l'État n'y participe pas. Toujours il y a l'État. Toujours. L'État est au regard de tout ce qui se passe dans un pays. Maintenant, ça dépend du niveau d'implication. L'État peut, même si l'État n'apporte pas les moyens, mais l'État a le droit de contrôler. Toujours il y a les représentants de l'État qui sont dedans et qui vont contrôler ce qui se passe.
L'État toujours a un œil sur tout ce qui se passe dans son territoire. Donc, ainsi, pour mettre en place ce projet, de véritables partenariats doivent s'établir entre les différents acteurs. Surtout les acteurs du secteur public et du secteur privé. Et souvent, vous le savez, le secteur public et le secteur privé, ils ont toujours des intérêts qui sont divers, leurs intérêts sont toujours divergents. Et souvent, ces projets, c'est entre des acteurs publics et des acteurs privés pour mettre en place un projet de développement local. Donc, la troisième condition, c'est l'environnement et un climat propice à l'action. Donc, quand on dit l'environnement, environnement et climat propice à l'action, c'est-à-dire comment faire pour mettre en place une collaboration entre ces différents acteurs, pour que ces différents acteurs puissent collaborer entre les acteurs communautaires, les ONG, les secteurs privés, les secteurs étatiques. Donc, tout le monde puisse collaborer pour mettre en place un projet. Et le plus souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que vous regroupez un ensemble d'acteurs pour un projet de développement local, des gens qui viennent des horizons diverses. Et quand les gens souvent viennent des horizons diverses, les systèmes de valeurs ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes croyances. Les héritages culturels ne sont pas les mêmes. Donc, les différences de formation aussi, il y a une différence de formation entre ces acteurs qui sont regroupés autour de ce projet. Donc, pour les regrouper, il faut carrément un esprit de collaboration pour regrouper tous ces acteurs-là qui viennent d'horizons différents, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes héritages culturels, qui n'ont pas le même niveau de formation, Donc, et souvent, ces éléments-là sont des éléments contraignants et souvent qui paralysent la mise en œuvre de ces projets de développement local. Donc, dans ce sens, il faut beaucoup de conseils, il faut beaucoup de concessions, surtout de la part des leaders. Donc, ces leaders qui dirigent le projet doivent faire beaucoup de concessions, doivent prendre de la hauteur pour pouvoir fédérer l'ensemble de ces acteurs-là. Pour pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs qui ont des intérêts divergents, qui ont une vision sectorielle, donc qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes héritages culturels, qui n'ont pas la même formation, Donc, ces leaders qui dirigent le projet ont un rôle important à jouer. Donc, dans le cadre de fédérer l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, pour mettre en place un climat qui sera propice à l'action et faciliter ainsi le développement de la localité. Donc, voilà les trois conditions sine qua non nécessaires pour mettre en place un projet de développement local. Donc, ainsi si ce projet maintenant est mis en place, là, ce projet, c'est ça qu'on appelle un PLD. Donc, dans toute localité, vous allez trouver ce qu'on appelle le PLD, c'est-à-dire le plan local de développement. Donc, les projets de développement local sont consignés dans un document qu'on appelle PLD, plan local de développement. Donc, le PLD, le plan local de développement, est un outil de priorisation et de programmation des investissements sociaux et économiques au niveau local. C'est ça un PLD. Donc, c'est un outil de priorisation et de programmation de tous les investissements économiques et sociaux à l'échelon local. Donc, tous les investissements que l'on doit faire au niveau local, ces investissements-là sont consignés dans un document qu'on appelle le PLD, le plan local de développement. Donc, le plan local de développement, c'est un moyen de fédérer l'ensemble des initiatives. Donc, c'est un moyen de fédérer l'ensemble des initiatives et l'ensemble des dynamiques locales. Fédérer l'ensemble des initiatives et l'ensemble des dynamiques locales. Et ainsi pour le faire, il faut la concertation. Donc, il faut la concertation entre les différents acteurs. C'est pourquoi le PLD part toujours
des informations. Il faut avoir des informations, des connaissances et des compétences de la population. On ne peut pas mettre en place un PLD sans pour autant avoir le maximum d'informations sur ta population. Quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs connaissances. Toujours les considérer comme le point de départ. Donc, toujours la population, c'est le point de départ. Donc, en d'autres termes, le PLD donc, aussi cherche la bonne mise en œuvre du projet de développement local. La bonne mise en œuvre d'un projet de développement local. En quoi faisant donc par la combinaison donc, des compétences et des potentialités. Il faut savoir donc, il faut combiner d'abord les compétences et les potentialités des différents opérateurs. C'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui tournent autour de ce projet. Quelles sont leurs compétences de chacun? Quelles sont les potentialités de chacun de ces acteurs-là? Donc il faut fédérer l'ensemble de ces compétences et l'ensemble de ces acteurs. Donc c'est pourquoi le PLD en général, dans toute commune, donc si vous allez dans une localité, si vous voulez savoir réellement la localité, avoir une idée sur la localité, allez directement à la mairie et demandez le PLD, le plan local de développement. Donc toutes les informations concernant la localité sont consignées dans ce PLD. Okay. C'est ça le rôle d'un PLD. Donc, quels sont les nombres de population de la localité? Combien y a-t-il de femmes? Combien y a-t-il d'hommes? Le pourcentage des enfants? Quelles sont les potentialités économiques de la zone? Quelles sont les potentialités écologiques de la zone? Quels sont les investissements à faire? Nous avons combien d'écoles, combien d'hôpitaux, combien de centres? Tout ça sont consignés dans le PLD. Donc, si vous voulez connaître réellement une localité, allez à la mairie et demandez le PLD, le plan local de développement. On consigne là-bas toutes les informations concernant la localité. Ouais, c'est disponible pour tout le monde. Oui. Tout le monde, c'est disponible. Si vous allez à la mairie, vous demandez, on vous donne le document. Pratiquement tous les étudiants ici qui écrivent leur mémoire dans une localité, pour connaître la localité, ils partent à la mairie, ils demandent le PLD, on leur donne ça. Il y a toutes les informations sur la localité. Ainsi donc, le plan local de développement, donc, maintenant, ce plan-là a trois fonctions. Le plan local de développement a trois fonctions. Donc, d'abord, le plan local de développement a une fonction de réappropriation. Donc, le plan local de développement permet à la population de se réapproprier de leur espace. Première fonction, donc, c'est une fonction de réappropriation de l'espace par les habitants. Pourquoi les populations se réapproprient leur espace? Parce que la construction d'un PLD permet à la population de lire leur espace. Quand on met en place un PLD, les populations qui participent à ce PLD-là peuvent lire leur espace. Quand on dit lire leur espace, c'est-à-dire connaître bien leur espace, connaître quelles sont les potentialités qui sont dans ma zone. Ils connaissent maintenant les potentialités qui existent dans leur zone. Ainsi, ils se réapproprient leur espace. Donc, la première fonction d'un PLD, c'est la réappropriation de leur espace par la population. Les populations connaissent maintenant les potentialités économiques, les potentialités écologiques. Donc, la nature, tout ce qu'il y a comme potentialité dans leur zone. Donc, le PLD aussi a une fonction de restructuration. Deuxième fonction, c'est une fonction de restructuration. Pourquoi restructuration? Parce que le PLD permet aux populations de redéfinir leur objectif. Maintenant, c'est nous qui faisons notre développement. On va définir nous-mêmes nos objectifs de développement. Maintenant, ces objectifs, donc, la population va les définir en fonction de ses moyens techniques, en fonction aussi de ses moyens humains et en fonction de ses moyens financiers. Techniquement, voilà mes capacités. Humainement, voilà nos capacités. Financièrement, voilà nos capacités. Maintenant, en fonction de ces capacités-là, qu'est-ce que nous pouvons faire?
quels sont les projets que l'on peut viser en fonction de nos moyens financiers, en fonction de nos moyens techniques et en fonction de nos moyens humains. Donc, ça permet donc de restructurer l'espace par la population elle-même. Et enfin, le PLD donc, a une fonction de référence. Parce que le PLD constitue un cadre de référence, autant pour les autorités que pour la population locale. Je l'ai dit tantôt, donc toutes les informations concernant la communauté, ces informations sont consignées dans le PLD. Donc c'est un cadre de référence. C'est une sorte de contrat, donc, entre des acteurs qui veulent développer leur zone. Donc c'est une sorte de contrat. Voilà les potentialités, voilà les investissements que l'on va faire à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc c'est une sorte de contrat donc, entre les différents acteurs. Et enfin, donc, quand on parle donc, toujours donc, de développement, donc, il y a souvent, développement local, donc, il y a souvent deux termes qu'on utilise. Souvent, on parle de déconcentration, on parle de décentralisation. Donc, on ne peut pas faire aussi un projet de développement local sans qu'il y ait auparavant donc, cette notion-là de déconcentration et de décentralisation. Donc, souvent aussi, on les mélange. Et il y a une petite nuance entre déconcentration et décentralisation. Quand on parle de déconcentration, c'est-à-dire le système politique et administratif du Sénégal, c'est un système qui est hiérarchisé. C'est un système qui est hiérarchisé. Maintenant, le pouvoir central, toute décision doit venir du pouvoir central. Quand on parle de pouvoir central, c'est l'État. Mais comme l'État ne peut pas être partout en même temps, maintenant l'État décide de délocaliser certaines, de transférer certaines de ses prérogatives à des autorités locales. C'est ça qu'on appelle la déconcentration. Quand l'État décide de transférer certaines de ses décisions, certaines de ses... Donc, à des pouvoirs, à des autorités locales. Donc, comme les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ou bien les chefs de service dans les régions. Tout ça, ce sont des autorités qui représentent l'État. Maintenant, l'État peut leur déléguer certaines de ses décisions. Donc, c'est ce qu'on appelle la déconcentration. Maintenant, la décentralisation, c'est pratiquement la même chose, mais dans la décentralisation, ce n'est plus des autorités locales qui représentent l'État, mais ce sont des organes autonomes qui ont été élus. Le plus souvent, ce sont des organes qui sont élus, comme les maires, les élus locaux. Ça, c'est ce qu'on parle maintenant de décentralisation. L'État aussi a décidé de laisser certaines de ses prérogatives, certaines de ses initiatives à ces élus locaux-là. Ainsi, on parle de décentralisation. C'est comme les maires, les présidents de conseils départementaux. Maintenant, eux aussi, au niveau local, ils peuvent prendre des décisions qu'auparavant, c'était des décisions de l'État. Maintenant, l'État a décidé de transférer ces décisions-là à ces autorités-là. Ainsi, on parle de décentralisation. Donc, voilà ce qui différencie déconcentration et décentralisation. OK. Donc, de manière très bien, donc, on a fait donc, ce concept de développement et de développement local. Maintenant, donc, il nous reste le dernier chapitre. Donc, essayer de mettre en relation donc, le système monde et le développement local. Quelles sont les interrelations qui existent entre le système monde et le développement local? Donc, on se retrouve donc après les fêtes. Donc, pour terminer ce dernier chapitre. OK. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.